Bonjour à tous, bonjour Jacques Cheminade. Bonjour Sébastien Drochon. On voulait vous inviter pour discuter d'une chose extrêmement importante, un sujet qui fait polémique, qui est celle de l'énergie et particulièrement la question du nucléaire par rapport à l'actualité et surtout par rapport aux enjeux de notre pays futur, de notre pays et de notre civilisation. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est, bon, pour vous, il est nécessaire de développer l'énergie nucléaire. Pourquoi ? Bien, le nucléaire, c'est l'affaire de savants. Le nucléaire, c'est ce qui permet la densité de flux d'énergie la plus grande. C'est-à-dire qu'on a plus d'énergie par être humain, par unité de surface et par gramme de matière apportée. Donc, c'est l'énergie de l'avenir, c'est dans la nature et l'homme est capable de le maîtriser. Ce n'est pas une invention d'un être humain qui a décidé qu'il ferait cela. C'est dans la nature et c'est l'être humain qui maîtrise un principe de développement de l'univers. Alors, c'est pour ça, c'est les savants. Ce n'est pas l'affaire des écologistes, ce n'est pas l'affaire des nucléocrates. C'est l'affaire de savants, de gens qui pensent, qui appliquent la science et qui, évidemment, font face au peuple pour lui expliquer ce qu'est la science et éventuellement le peuple peut le rejeter. C'est son droit. Mais il y a ce rapport qui doit s'établir. Or, j'ai un exemple historique du désastre dans lequel on peut tomber, c'est dans la République, au moment de la Révolution française, se présente Lavoisier, qui est un savant dans le tribunal révolutionnaire, et Jean-Baptiste Coffinhal, qui est le président du tribunal révolutionnaire, lui dit « La République n'a pas besoin de savants, on passe à autre chose ». Et moi, je pense que la République a besoin de savants, a besoin de philosophes, a besoin de poètes, et que ce sont ceux-là qui doivent l'inspirer. Et on ne peut pas dire d'un mouvement de mauvaise humeur ou de crainte écologique, le nucléaire, il faut s'en débarrasser, c'est fini. Certains, parmi les insoumis, le disent, ils se trompent. Et je regrette beaucoup qu'ils se trompent. Certains scientifiques, d'ailleurs. Certains scientifiques aussi. Mais ils ne réfléchissent pas à ce qu'est un principe dans la science qu'on applique, et c'est là que la démocratie intervient, comme un principe citoyen pour le développement des êtres humains, pour que l'être humain soit capable de produire plus sur Terre, qu'il soit capable éventuellement d'utiliser la propulsion nucléaire pour aller dans l'espace, puisqu'on parle beaucoup de mon intérêt pour l'espace, et il y en a, c'est pas mon intérêt, c'est l'intérêt de l'humanité d'aller explorer, hein, pas conquérir, explorer. Et puis, il y a le nucléaire par rapport à d'autres formes d'énergie. Et c'est là que sa densité de flux est plus élevée, et d'ailleurs la fusion nucléaire, qui doit être l'énergie de l'avenir, va peu à peu remplacer la fission, qui est l'énergie actuelle. Et dans la fission, on doit passer à une nouvelle forme de fission, utilisant les neutrons rapides de la 4e génération. Ah, justement, parce que vous parlez du critère de densité, et notamment le fait que ce critère-là n'est pas un critère fixe dans le nucléaire. C'est-à-dire qu'on a plusieurs nucléaires, on n'a pas seulement le nucléaire qu'on connaît aujourd'hui. Parce que la question se pose aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a Fessenheim, par exemple. Moi, je pose la question, est-ce qu'il faut fermer Fessenheim, vraiment, ou est-ce qu'il faut passer à autre chose dans le nucléaire ? Dans l'économie, on passe d'une plateforme de type de production à une plateforme supérieure, puis encore une plateforme supérieure, et grâce à ce passage, on peut produire plus avec moins, donc nourrir, entretenir, développer, rendre intelligent plus d'êtres humains. Le nucléaire se situe dans ce contexte. C'est pas quelque chose de fixe. Il n'y a pas le nucléaire avec une forme de centrale. Il y a une conférence bientôt à Paris sur ce sujet. C'est une usine en évolution constante, le nucléaire. C'est une centrale en évolution constante. C'est quelque chose qui change. C'est pour ça que la fusion nucléaire, on le sait déjà, est la fusion de l'avenir, et qu'il faut y investir, même si ça coûte très cher. Ça permet d'apporter beaucoup plus d'énergie, 2 fois plus que la fission. Donc, il faut aller plus loin, toujours plus loin. Et moi, en tant que révolutionnaire, je fais un pari sur l'avenir, un pari sur la créativité humaine. Et je pense que celle-ci peut toujours trouver face à un défi une forme supérieure qui lui permette de maîtriser ce défi. Je ne suis pas un conservateur, au sens où le conservateur essaye de conserver le monde tel qu'il est. Je pense qu'il n'y a pas d'issue qui ramène ni au présent ni au passé. Il y a le futur, et un futur pour lequel on doit juger les contraintes, qu'on doit maîtriser et qu'on doit discuter. C'est le débat public. C'est pas de s'injurier en disant « je suis pour, je suis contre », comme on voit dans les talk-shows. Non, il faut cette réflexion à plus long terme et cette réflexion partagée. C'est la vraie question d'un débat citoyen, enfin d'un nucléaire citoyen tel que vous l'avancez dans votre projet, en fait. Oui, bien sûr, et parlons de Fessenheim. Fessenheim, c'est l'usine peut-être la plus à jour.
Elle est la plus ancienne, mais elle est la plus à jour. Elle a été l'objet de nombreuses examens, réexamens, et l'Agence de sûreté nucléaire l'a certifiée pour 10 ans. Donc aujourd'hui, on dit « Ah, il faut la fermer parce que c'est la plus vieille ». C'est comme si on faisait l'euthanasie de certaines centrales parce qu'elles sont vieilles. Ben non, il faut voir leur état et comment elles fonctionnent. C'est beaucoup plus intelligent. Alors, évidemment, je pense qu'il faut substituer d'autres choses à Fessenheim dans l'avenir, qu'il faut des centrales du futur, fission de la 4e génération, fusion à terme. Mais tout ça est un engrenage vers le futur. On ne peut pas dire on va en 2050 avoir 0 centrale nucléaire, comme le disent certains, les insoumis notamment, qui s'égarent sur ce point. C'est regrettable, parce que je ne voudrais pas qu'ils s'égarent, mais c'est une forme absurde, parce qu'il y a quelque chose auquel on ne peut pas substituer le fameux renouvelable. Le renouvelable, qu'est-ce que ça exige? Ça exige du numérique. Et le numérique, beaucoup d'électricité. Oui, où on va trouver cette électricité? Aujourd'hui, on se rend compte notamment que le numérique consomme énormément, justement par rapport à ce que vous dites. Ne serait-ce qu'une requête Google, c'est l'équivalent d'une bouilloire ou ce genre de choses. Donc, on se pose la question de la consommation d'énergie, parce que ceux qui disent qu'il faudrait du zéro nucléaire et du 100% renouvelable le font sur la base d'une baisse de la consommation d'énergie. Or, le futur, nécessairement, ce sera une augmentation de la consommation à bon escient, mais ça va être absolument nécessaire. Bon, vous parlez des solutions du nucléaire du futur. Bon, le nucléaire de 4e génération, beaucoup disent que ça va prendre 30-40 ans. Alors, actuellement, on a l'EPR. Maintenant, c'est très coûteux. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus par rapport à l'EPR, et particulièrement aujourd'hui, ce qui se fait à Flamanville, en Finlande, et le rôle de la Chine qui semble vouloir s'insérer dans cette politique de mise en œuvre de réacteurs type EPR. Qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus? On ne va pas aller si loin. Fessenheim, par exemple, c'est 70% de l'énergie de la région. Par contre, on va le remplacer. Les Allemands ont remplacé le nucléaire par autre chose. Et quoi? On voit une majorité, le charbon, la lignite. Alors on parle de renouvelable pour le futur, mais ça reste pour le futur. Et il faut reconstituer tous les réseaux, toute la transmission de l'énergie depuis la mer du Nord et l'Allemagne. Tout ça qui n'est pas fait, ça coûte encore plus cher que le nucléaire. Donc c'est absurde, parce qu'il n'y a pas d'issue qui ramène au passé, en histoire comme dans la science. C'est pour ça que je fais ce pari sur l'avenir. Enfin, vous n'avez pas répondu à la question sur la Chine. Je ne sais pas si par rapport à ça, la Chine. Parce que la Chine commence, disons là, on a Macron qui est allé en Chine, il y a des accords, enfin il y a des protocoles d'accord sur le nucléaire. Qu'est-ce qu'on doit en penser? Est-ce que ça veut dire... Il y a un excellent rapport des experts scientifiques dans l'ambassade de France à Pékin, qui montre bien que la Chine, elle a essayé d'acquérir du nucléaire un peu partout pour apprendre. Puis dans un second stade, elle produit. Et dans un troisième stade, elle essaye d'exporter. C'est notre concurrent, c'est terrible. Non, il ne faut pas le voir comme ça. Il faut voir un développement du nucléaire dans lequel la Chine participe. Alors elle va faire le réacteur du futur, c'est le Hwaelong. Le Hwaelong est inspiré par nos standards. Donc, avec la Chine, les Chinois ont proposé qu'avec l'EDF, on va faire Hinkley Point en Angleterre, 2 EPR. Et ensuite, on va faire le Hwaelong, le chinois. Et ils veulent la certification de l'EDF, c'est ce qu'ils cherchent. Est-ce qu'il faut dire c'est terrible, ils vont prendre nos positions de marché, c'est épouvantable? Moi je crois que le marché de l'énergie est très vaste, d'abord dans le monde, qu'on a besoin d'énergie en Afrique, on en aura besoin beaucoup. Donc on a des compétences à faire valoir d'une certaine manière? On a des compétences, on a un avantage, et il faut aller plus loin. Lorsque les Chinois auront appliqué nos standards, ils apporteront peut-être une partie de ce que nous produisons dans ce domaine du nucléaire. Et la bêtise, ça a été les sociétés françaises, comme Alcatel, comme Alstom ou d'autres, qui sont allés en Chine en disant « on vous vend nos produits ». Peugeot l'a dit aussi à un moment donné. On vous vend nos produits. Une approche de rentier, ce qui existe déjà. Quand on va dans un pays étranger, que ce soit la Chine ou un autre, on essaie de développer ensemble quelque chose pour les besoins de ce marché. Et on invente, et on innove, et on développe. C'est la question du transfert de technologie, en fait. C'est la question du transfert de technologie intelligent. Parce que si les Chinois développent des technologies, tant mieux. Ça nous oblige à en développer de plus avancées. Et pour ça, il faut que tout le pays se mobilise. Alors, qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose que l'argent, il aille là. Il aille à la formation, il aille au développement, et il aille à la recherche. Et à tout ce qui permet de créer une capacité de travail, j'aime pas le mot main-d'œuvre, parce que là, on pense à la main, une capacité de travail qui permette de porter les choses vis-à-vis de l'avenir. Et pour ça, il faut une priorité
au travail, à l'éducation, à l'équipement, que le système financier actuel ne permet pas. Et là, on retombe sur la question du système financier. Il faut un système financier qui redonne priorité à tous ces secteurs-là, avec lesquels le nucléaire est cohérent. Et les gens, en travaillant, en s'éduquant, deviennent ensuite plus intelligents et peuvent mieux maîtriser le nucléaire et dire, s'il y a des moments où les nucléocrates sont des bêtises, leur dire, ben ça va pas arrêter. Parce que finalement, vous n'êtes pas nucléocrate ou vous êtes nucléocrate? Non, je suis pas nucléocrate. Parce que je dis, quand on a fait comme les nucléocrates de la sous-traitance une des bases, parce qu'il faut bien s'adapter à un marché bon marché, alors on fait une sous-traitance en cascade et on fait prendre aux gens des risques qui sont pas bons, insensés même parfois. Il faut arrêter ça. Donc il y a un respect du travail et le nucléaire devrait être partie à ce respect du travail. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui caractérise l'être humain? L'être humain se caractérise par sa capacité à connaître, à comprendre les principes qui sont en jeu dans l'univers, d'en faire des lois et de le faire à son avantage, c'est-à-dire pour son développement, tout en respectant chaque fois davantage les autres espèces, bien entendu. Donc, dans ce développement de la création humaine, en rapport avec un développement constant d'un univers qui lui aussi avance et se développe. Donc, c'est dans ce rapport entre l'être humain et l'univers que réside, lorsqu'il est maîtrisé, l'avenir de notre espèce et l'avenir du monde. Donc, c'est l'idée de responsabilité. Ouais, c'est pas une idée, comme on l'a dit longtemps, celle qu'on a mise dans la Constitution, de précaution, de principe de précaution. Le monde n'est pas, on prend pas ses précautions dans le monde, on prend peut-être dans d'autres choses, mais pas dans l'histoire du monde. Donc, on est responsable de ce qu'on fera. On est responsable de nos enfants et des générations futures. Et le nucléaire doit se situer dans ce contexte. Ça m'amène à une question par rapport à la responsabilité. Bure. Là, on va en parler, c'est quelque chose qui fait partie de l'actualité. Est-ce que c'est responsable ou non d'enterrer les déchets nucléaires? C'est la grande question qui se pose. J'aurais tendance à dire que c'est au moins une vision à long terme, c'est une responsabilité de dire, bon, qu'est-ce qu'on fait de ces déchets? Maintenant, certains disent le contraire. Qu'est-ce que vous auriez à dire là par rapport à ça? Les écologistes qui disent, dans les conditions actuelles, il y en a pour 100 000 ans. Et ça peut être dangereux, parce que si on se rapproche, on risque d'en mourir. C'est vrai, c'est absolument vrai. Mais ces déchets existent déjà. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est la réponse du lot. Il faut les enterrer, c'est la moins mauvaise des solutions. Okay. Moi, je ne réponds pas ça. Et je vois très bien qu'à Bure, on a prévu, d'une part, de commencer à lancer les choses, que dans 8 à 9 ans, on ne sait pas combien sera le délai. S'ils ont l'autorisation. Voilà, l'autorisation, il faut un vote du Parlement. Hein. Oui. C'est la démocratie. C'est normal, ouais. C'est même juste et c'est nécessaire. Et ensuite, jusqu'en 2040, on attendra et on verra, on ne fermera pas. Ce ne sera pas un sarcophage. Et on essaiera d'examiner. Alors, certains disent, si on peut les éliminer. D'autres disent, non, le déchet peut devenir une ressource. Ça peut être intéressant. C'est ça la question, parce qu'en fait, on va même attendre 100 ans avant de totalement fermer les alvéoles dans lesquelles les déchets à haute activité... C'est ça. Comme on dit. Donc 100 un cimetière, comme on aime, ce genre d'expression. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut d'abord, avec la torche à plasma, la torche à fusion, on peut, dans les formes les plus avancées, on peut séparer les éléments. Ça, c'est la torche à fusion, c'est en imaginant maîtriser la fusion thermonucléaire pour avoir une torche qui permettrait, juste pour expliquer un peu aux gens qui nous regardent, que c'est cette torche qui, avec la fusion thermonucléaire, permet d'atteindre des températures de l'ordre de millions de degrés. Plus que le Soleil. Voilà, plus que le Soleil, donc permettant de complètement... rendre le matériau... Alors, certains diront c'est épouvantable, plus que le soleil, c'est très dangereux. Il ne fallait pas inventer le feu, alors. On ne peut pas commencer. Ils sont même une allumette, c'est plusieurs millions de degrés. D'ailleurs, l'homme est le seul animal qui n'ait pas eu peur du feu. Tous les autres, dès qu'ils voient le feu, ils s'éloignent. Sauf peut-être un milan noir qui porte le feu pour faire que les insectes se débrouillent et attaquer les insectes. Bon. Mais l'homme a fait un usage, disons, pensé, réfléchi du feu. Et le feu nucléaire, c'est la même chose, sauf que c'est une dimension beaucoup plus grande. Donc qu'est-ce que ça exige? Ça exige plus de démocratie, plus d'unité et plus un objectif commun de l'humanité où tout le monde doit travailler ensemble. C'est lorsqu'on arrête le développement, lorsqu'on arrête la croissance, qu'on essaye de s'emparer du gâteau qui rétrécit, et à ce moment-là, il y a des guerres. Et ce qui font les guerres, ça s'appelle les empires. La guerre de 14, ça a été fait par des empires. Ça n'a pas été fait par des républiques. Donc il faut passer à une phase où il y a de vraies républiques qui s'unissent pour faire une politique commune pour le bienfait de l'humanité. Et le nucléaire doit être dans cette perspective, avec en même temps une politique de développement de l'Afrique, une politique d'assainissement des mers, d'une économie bleue, en même temps qu'une politique spatiale. C'est ça la logique du nucléaire.
Oui, parce que c'est une logique où on établit, en relation avec la population, l'élaboration de solutions. Parce que souvent, ce qui est dit, c'est qu'il n'y a pas de solution aux déchets, il n'y a pas de solution à ce type de technologie. Alors qu'en réalité, on est qu'au balbutiement du nucléaire. Il y a le nucléaire de 4e génération, on en a parlé. Il y a la fusion. Donc, à un moment donné, c'est... Il y a la matière antimatière. Et ça, c'est dans les... Encore autre chose, oui, plus loin. C'est vraiment dans la longueur, mais... et la transmutation, qui est quelque chose de naturel aussi. C'est quelque chose qui... c'est l'idée... La transmutation, c'est déjà ce que font les matières radioactives. Oui, bien sûr. Et l'idée, c'est de pouvoir la maîtriser pour pouvoir transformer tous ces déchets en ressources. Maintenant, donc, Bure serait, disons, la chose la plus responsable, finalement. Ça serait un centre où on doit penser en termes de nouveaux principes physiques. Et ce qu'on va découvrir, un centre de recherche, de découverte, d'exploration. Ça ne va pas être où on attend que ça se passe et voir comment ça se passe. C'est une vision complètement infantile de la réalité. Il faut penser en termes des capacités de création de l'être humain avec d'autres êtres humains, collectivement, ensemble. Parce qu'il n'y a pas d'inventeur fou dans un coin qui découvre des choses. Si, au moment d'une invention, on est seul, mais on est seul parce qu'il y a un environnement, d'autres créateurs. Einstein n'aurait jamais été Einstein s'il n'y avait pas eu un environnement autour d'Einstein. Parce qu'on en vient à la question, finalement, au fond, qui est que l'écologisme, si on peut dire, ou l'écologie, ou la réflexion qu'on peut avoir sur le futur par rapport à l'énergie, c'est un problème culturel. Vous êtes en train de dire carrément que c'est une question d'éducation et de culture. Moi aussi, je vous comprends bien. Oui, et c'est aussi une vision du monde, où on pense que le monde est composé de ressources limitées et que la Terre a une capacité d'accueil nécessairement limitée. Il n'y a pas de ressources limitées. Il y a une ressource qui n'est pas limitée, c'est la créativité humaine, qui nous permettra peut-être un jour de développer des choses que nous ne connaissons pas encore. Donc cette créativité humaine, c'est ce qui a permis à l'homme d'utiliser le feu, de faire la métallurgie, de faire des outils, et ça s'est répandu dans tous les secteurs, y compris dans l'agriculture, qui est le secteur premier de l'homme, parce qu'on mange avec. On a créé des ressources, donc, en fait. On crée, à partir de choses qui n'ont aucun sens. Vous prenez dans la préhistoire les choses avec lesquelles on fait ces dessins magnifiques de Lascaux, et ça n'a qu'une chose pour dessiner, ce qui est déjà bien, pour dessiner des figures sur la grotte. Maintenant, on le prend aujourd'hui et ça fait du charbon, ça a fait une ressource. Mais il faut aller après le charbon, il faut aller après le nucléaire même à un certain moment. L'être humain est un être qui découvre toujours des horizons nouveaux. Et c'est ça le sens du nucléaire. Prenons la question de la Chine. Bon, on dit, la Chine, elle va être notre ennemi, ou tel autre pays va être notre ennemi parce qu'il développe ce que nous avons déjà développé. Mais il ne faut pas avoir une attitude de rentier. Il faut avoir une attitude où, si les autres développent quelque chose, on doit penser à quelque chose de mieux qu'on partagera avec eux. C'est, en classe, le vrai bon élève est celui qui partage avec les autres élèves et qui, ensemble, élève le niveau de la classe, puis ça élève son propre niveau. C'est ce qu'on appelait, dans la fondation des États-nations, au traité de Westphalie de 1748, l'avantage d'autrui, où que les Chinois reprennent aujourd'hui, au moins en parole, très clairement, et ils le font avec la nouvelle route de la soie en acte, ils disent il faut un système gagnant-gagnant. On ne cherche pas à imposer notre système aux autres, mais on n'accepte pas que les autres nous imposent leur système. On crée une possibilité de développement mutuel. Avec quoi? Avec ce que l'homme a créé de plus nouveau, de plus avancé. Et le nucléaire est un élément de ce nouveau, de cette avance de l'homme, parce qu'il permet de créer de l'énergie et puis de l'électricité à un coût beaucoup plus bas lorsqu'il est mis en place, et beaucoup plus. Ça permet à l'homme de développer, de faire croître et de rendre l'univers plus habitable, en respectant y compris les autres espèces. L'être humain de notre époque est le premier qui pense, en termes cohérents et, disons, généraux, à maintenir et à respecter les autres espèces, sans espérer arrêter tout à coup l'histoire et que toutes choses soient égales, mais par respect pour des modes de vie qui sont exprimés dans la planète, les maintenir. C'est la première fois qu'on pense en ces termes. Vous ne croyez pas en la croissance verte en tant que telle? C'est pas comme ça que vous définiriez la croissance? Je crois que la croissance verte, même les décroissants pensent comme moi que c'est une illusion. Oui, c'est ça. Ils ont raison Il y a sur ce tout un plan-là. débat. Mais je pense qu'il y a une vraie croissance qui est la vraie croissance. C'est pas financier, c'est pas en monnaie. La vraie croissance s'exprime dans la capacité d'esprit humain de penser à l'univers mieux et de façon plus longue. Vous savez, Pascal disait « Le silence éternel des espaces infinis m'effraie ».
Mais il ajoute, c'est la pensée du libertin, c'est la pensée de celui qui pense à lui-même, à ses plaisirs, à l'immédiat. Il dit, moi, je peux concevoir cet univers, et je peux le connaître et le comprendre, et cela me donne un sens de mon pouvoir dans l'univers, et d'optimisme, et de joie très grand. Et tous les grands penseurs qui ont pensé à l'univers, en particulier les astronomes comme Kepler, ou d'autres, qui ont regardé l'univers de ce point de vue, après, à partir d'Aristarque de Samos ou d'autres, tous ces gens-là ont pensé dans ces termes. Sur ce sujet-là, vous faites aussi référence à Vernadsky dans votre projet. Oui, le biogéochimiste russe, qui est quelqu'un qui a fait cette réflexion approfondie et qui a dit qu'un jour peut-être l'être humain, qui est dans un cycle de prédation, puisqu'il mange de la viande, comme disent les végans, c'est vrai, ou les végétariens, mais il mange aussi des choses qui souffrent, qui sont les végétaux. Ça souffre un végétal, hein. Peut-être pas de la même façon que la viande, et certainement pas de la même façon que nous, mais ça souffre. Ça a une sensibilité. Il faut être cohérent, quoi. Donc, il faut être cohérent. On mange des choses qui souffrent et on est prédateur. Donc, il faut limiter cette prédation tant qu'on peut. Et ce que dit Vernadsky, c'est un jour, on arrivera peut-être à la synthèse des éléments. Et alors, oui, on sera sérieux. Parce que si aujourd'hui, on dit on arrête de manger de la viande, très bien, mais alors, il faut être cohérent, on arrête de manger des végétaux. Et alors, on meurt. Donc, évidemment que la vie est liée, la vie physique est liée à cela. Pas la vie intellectuelle, hein, pas la pensée. La pensée, elle, est beaucoup plus collective, beaucoup plus gagnant-gagnant, elle est beaucoup plus avec autrui. Et quand cette pensée sera peut-être un jour arrivée à la synthèse d'éléments, comme nous dit Vernadsky, ben à ce moment-là, oui, l'homme sortira du cycle de prédation, même physiquement. Par rapport à la croissance verte, justement, aujourd'hui, il y a l'exploitation des terres rares qui est impliquée dans l'économie du numérique, qui sont des ressources limitées, des ressources rares. Donc, comment on fait? C'est quoi, justement, le défi? Ah ben, certains vous diront, voilà que les Chinois ont accepté de se polluer avec les terres rares. C'est polluant, hein, l'extraction des terres rares. Et c'est polluant leur traitement, très polluant. Donc les Chinois l'ont accepté, maintenant ils ont le monopole sur les terres rares, et soit on leur laisse dominer, soit nous-mêmes on doit se mettre à exploiter de la même façon, et on va polluer, et on va faire des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Donc là, on est dans un monde de ressources limitées, de contrôle. Et il faut bien voir que ce monde est un monde directement lié au numérique. Le coltan, par exemple, les guerres du coltan, oui. République démocratique du Congo, le coltan. On en sort quoi? Deux éléments, le tantal et le niobium. C'est nécessaire pour les écrans et pour les smartphones. C'est portable qu'ont tous les jeunes et les moins jeunes aujourd'hui. Eh bien, on peut leur dire qu'ils sont des criminels, parce qu'en utilisant ça, ils sont complices de ces guerres qui ont lieu au Congo. C'est ce Donc, que si vous pensez disent, comme ça, tout développement par l'être humain est considéré comme au détriment de quelque chose. Et il est effectivement parce qu'il y a une priorité financière. On tombe encore une fois sur ça. Une priorité de la rentabilité immédiate et pas du long terme. On peut très bien exploiter le coltan dans de bonnes conditions, trouver le niobium et le tantal, le faire dans de bonnes conditions, maîtriser tout cela, mais évidemment, il faut penser les prix en termes de cela, et pas le prix en termes d'une réduction pour écraser le plus possible les producteurs et obtenir dans le financier, dans les distributeurs et les industriels, un profit maximum. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est la même chose qu'en agriculture, hein. En agriculture, on va imposer aux producteurs des conditions extrêmement difficiles et injustes de production. Et on lui donne 5, 7, 8% du prix final, et le prix final, qui tire les marrons du feu, le distributeur, les grandes centrales de distribution et les industriels. Et on dit, certains agriculteurs disent c'est la faute aux industriels, c'est la faute aux distributeurs. Non, c'est le système, c'est l'ensemble du système organisé de cette façon, dans laquelle celui qui est en amont est toujours défavorisé, parce qu'on a la priorité financière par rapport à la vente qui se fait en aval. Et les éoliennes et les panneaux solaires dans tout ça? Ah ben, aussi, il faut énormément de terres rares ou de matériaux rares, de minerais rares pour ça. Donc, quand on évalue, on se dit, ah, tiens, c'est joli, c'est une éolienne, ça tourne, c'est comme un moulin à vent, c'est très bien. Un panneau solaire, ça attrape le soleil, c'est très bien. Mais il faut voir ce qu'il y a derrière. Et si ça marche bien, c'est parce qu'il y a énormément de technologies derrière qui ont été incluses. Et pas de la meilleure façon, parce qu'on n'est pas dans une haute densité, là. Donc, normalement, ce n'est pas une densité suffisante pour bâtir une industrie, et c'est une densité qui, pour la faire, exige beaucoup plus que dans le nucléaire, des éléments arrachés à la mère nature, comme diraient les autres. Donc voilà le problème avec ces choses-là.
Donc il faut penser toujours en termes de densité. Si on ne pense pas en termes de densité, on est à côté de la plaque, et à côté de la plaque, il y a les financiers qui veillent pour faire leur profit au détriment des êtres humains. Donc votre conclusion dans tout ça, c'est vraiment l'idée de changer le système financier et la logique financière et la culture. Et de respecter l'écologie, la vraie écologie. Il y a cette fausse écologie qui dit la Terre est composée de ressources limitées, il faut faire attention, il faut économiser, il ne faut pas en user trop. Et si l'être humain en était resté là, on serait encore peut-être dans les cavernes. Ça, c'est la vision un peu malthusienne. Devant les cavernes, parce qu'on n'habitait pas dedans. Il était trop intelligent pour habiter dans le noir. Donc il habitait dans les cavernes où ça chauffait. Bref, c'est la vision malthusienne. Où on pense que l'être humain est quelqu'un qui crée et qui assure, par sa création, les formes de production qui lui permettent de peupler davantage l'univers et le respecter. C'est l'idée de responsabilité. Ça, c'est l'autre vision. C'est la responsabilité, c'est une écologie de responsabilité. Et penser aux générations futures constamment. À Bure, on doit penser aux générations futures. Et pas penser, on a le choix entre ne rien faire et un cercueil. Non. C'est un peu la responsabilité, mais sans trop les bons sentiments, mais avec la science quand même. Oui, et la science est génératrice de bons sentiments. Les bons sentiments, c'est pas la dame patronesse, écolo ou non, qui est sortie de l'église, pense à donner 3 sous aux pauvres, ou de la secte, ou à la sortie de la loge. Hein. Ah, cette dame patronesse-là, elle peut être homme, elle peut être femme, elle peut être tout. Donc non, c'est quelqu'un qui est une femme créatrice, comme l'ont été les grandes scientifiques dans l'histoire. C'est Irène Joliot-Curie, c'est Marie Curie, c'est toutes celles qui, aux États-Unis, on a privé de leur découverte, parce qu'on a dit qu'il n'y a que des hommes qui pouvaient le faire. Et retrouver ce sens de respect, qu'on soit homme ou femme, mais en particulier c'est les femmes qui ont été les plus, disons, dépouillées de leur capacité créatrice et exclues du monde de la découverte, qu'il faut amener, et c'est là que le monde sera aussi changé. Il sera changé comme quand on découvrira comment maîtriser l'atome dans des formes beaucoup plus avancées, la fusion, et quand on inclura les femmes dans ce processus de recherche et de développement qui mettront une pression pour la découverte et pour le futur, parce qu'elles savent mieux que personne. Pour elles, le futur, c'est leurs enfants. Et c'est aussi les enfants, parfois masculins, qu'elles ont autour d'elles et qu'elles doivent essayer de rendre plus adultes. Donc voilà, c'est ça le futur. Et ce futur, il faut le penser en ces termes. Alors, j'utilise volontairement ces exemples pour créer dans l'esprit une chose qui ne voit pas le nucléaire comme une chose en soi, mais comme un élément dans l'univers et dans le développement de cet univers. Peut-être que dans 1000 ans, on rira autant de nucléaire qu'on rit aujourd'hui des feux de bois. Et en disant, si l'être humain s'est basé sur ça, ça n'allait pas très bien. Donc j'espère que ce sera comme ça. Bien. Avant de se dire rendez-vous dans 1000 ans, disons rendez-vous pour la prochaine vidéo. Merci à tous de nous avoir regardés. Partagez cette vidéo, faites autant de commentaires que possible et posez toutes vos questions, notamment dans les commentaires. Merci Jacques Cheminade pour ces quelques remarques. Et j'espère on pourra dire merci au futur, parce que nous l'aurons préparé. Très bien. Préparons le futur alors. Merci à vous.